Alors Achille, on avait pensé à un entretien à bâton rompu pour parler de l'autre côté de vous, mais pour ne pas nous faire étrangler par les amoureux de foot, je propose qu'on commence par faire votre dernière actualité, ou plutôt celle du club Başakşehir en Turquie, champion de Turquie l'année dernière, aventure en Champions League qui n'a pas été très fameuse, et puis du coup vous avez un tout petit peu loupé le championnat cette année. Ouais. Déjà bonjour à tous, merci pour l'invitation Evelyne. Je vous en prie. Oui, parlant de mon activité, je pense que une jeune équipe comme la nôtre, après avoir été championne l'année d'avant, la saison dernière, on a un peu souffert de ce manque d'expérience dans une grande compétition comme la Champions League. Mais déjà, il faut noter, on avait fait des compétitions comme celle de l'Europa League ou bien d'autres championnats un peu parallèle, mais je pense que la Champions League c'est un niveau un peu au-dessus. C'était le top. C'est le top, et le top ça prend beaucoup d'énergie, ça nous a assez distrait, ce qui fait que cette saison a été un peu discrète par rapport à ce que Başakşehir a habitué à faire. Quel a été l'impact du Covid-19 quand même sur votre activité? On a connu comme un ralentissement, ce manque de communion avec le public. Comment ça s'est vécu pour vous qui êtes habitués au terrain, aux ambiances, dans les gradins? Ouais, vous savez, le monde du football, c'est après tout, c'est un spectacle. Et un spectacle sans un spectateur, c'est pas pareil. Et après, les retombées, que ce soit financières, l'impact du public, économique dans le club, c'était assez important. Mais bon, je pense qu'avec les différentes adaptations qu'on a pu faire, on a su plus ou moins bien gérer la situation, et nous sommes sortis. Je pense que la balance économique du club est sortie un peu plus positive que les années précédentes, oui, aussi dû à la Champions League. Et le niveau de la marque Başakşehir aussi a augmenté, ce qui fait que plus ou moins ça a été positif. Alors comment on fait quand on est entraîneur pour maintenir l'esprit de compète chez des joueurs qui vont jouer dans des stades vides, qui vont jouer dans une ambiance de peur généralisée en fait? Comment vous avez travaillé le mental pour surmonter ça? On se demandait comment les sportifs de haut niveau font pour traverser cette épreuve qu'est le Covid. Vous savez, c'est pas facile. Dans notre cas, bon voilà, nous on a dans le club Başakşehir, nous dotons de 2 psychologues qui à cette époque ils ont fait un travail vraiment très important. Et l'avantage entre guillemets, c'est parce que oui, quand vous jouez à l'extérieur, vous ne sentez pas cette pression, parce que la pression c'est sur les arbitres qui prennent des décisions parfois qui sont contestées. Et puis bon voilà. Sur ce point, je pense que c'était pas uniquement ma branche, c'était aussi la mienne, oui, parce que sur le terrain, il fallait motiver, il fallait pousser. Mais les psychologues du club, ils ont fait un travail vraiment très costaud. Et d'ici, les féliciter encore, parce qu'on ne pense pas souvent à ces gens qui font dans l'ombre un travail très important. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent qu'on est en exclusivité avec Achille Webo qui a accepté de se livrer à nous. Je voulais annoncer sous des couleurs qu'on ne connaît pas toujours. Il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Achille Webo, c'est l'autisme, un trouble de comportement chez les enfants. Comment êtes-vous entré en relation avec cette maladie, avec ce trouble? On ne va pas dire maladie pour stigmatiser. Vous savez, c'est quand quelque chose vous concerne, c'est là où vous rendez compte de beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance d'avoir un enfant autiste, mon deuxième fils, et ça m'a fait que je m'imprègne dans cette cause. Et de là, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai un master, peut-être en autisme. En connaissance de l'autisme. Vous avez dit, j'ai eu la chance d'avoir un fils autiste. Oui. Beaucoup ne parlent pas comme ça, c'est plutôt un sujet de honte. Ah ben c'est dommage, parce que vous savez, ils ont beaucoup de... Après tout, c'est des enfants, c'est des êtres humains, et avoir un enfant, c'est une chance, déjà à la base. Et puis, avoir un enfant autiste, j'ai une chance, et aussi c'est une responsabilité. Et le cadre, sa maman et moi, notre famille, on a aussi la chance, il a aussi cette chance d'être né dans ce cadre. J'ai eu la chance d'avoir cet enfant, parce que oui, aujourd'hui, je peux le dire, hein,
toute ma vie, toute ma carrière, il était un peu l'essence, le moteur de celui qui, la motivation, son sourire après les matchs qu'on gagnait, ou bien quand je voyageais, je venais à l'équipe nationale, ou quand je rentrais, il ouvrait ses bras, je rentrais, tu vois, c'était une source d'inspiration. Et à partir de là, j'ai beaucoup appris parce que après sa naissance, il fallait que voilà, on prenne conscience de cet À handicap. quel moment vous avez perçu qu'il était autiste? Parce que quand un enfant naît, de fois on dit là, on dit c'est normal, il est tout petit, il va grandir, ça va passer. Mais à quel moment est-ce que vous sentez qu'il y a un problème? Oui, vous savez, c'est au moins à l'âge de 2 ans, 3 mois qu'on détecte vraiment, parce qu'avant c'est 1 an et demi, 1 an jusqu'à 9 mois. On peut dire qu'il peut encore avoir, l'enfant peut avoir une hyperactivité. Tout à fait. Ouais, après cela, 2 ans, 3 mois, il a été diagnostiqué. Il est né à Majorque. À Majorque, oui. Ouais. D'accord. Et alors, comment vous avez accueilli ça? Au départ, je n'y connaissais pas. Hein. Je vous dis, je suis assez sincère, je n'y connaissais pas. Je ne savais pas. Mais moi, à la base, j'aime les enfants. J'aime tout le monde, j'aime les enfants, surtout les enfants, parce qu'ils sont honnêtes, ils sont sincères. Oui, ils sont vrais. Ils sont vrais et parfois ils sont très durs aussi. J'aime les enfants, donc je vivais le quotidien, jour le jour. Et puis j'ai appris, il fallait se documenter, il fallait lire, il fallait aller dans des écoles. Je me souviens, ma famille, on s'est déplacé à Londres, aux États-Unis. On a fait beaucoup de recherches, au Mexique plusieurs fois pour apprendre ce que c'était, pour avoir des informations pour ce qui se passait dans ce domaine. Et aussi en Espagne, en France, on a beaucoup cherché, ça nous a fait beaucoup de bien. Il a 13 ans aujourd'hui. Ouais. C'est votre petit garçon, vous en êtes fier aujourd'hui de ce qu'il a réussi à accomplir déjà pour essayer de traverser ces troubles-là Non, pour nous, c'est une vie normale. Déjà, le message que je tiens à passer aux gens, c'est une vie normale. Il faut traiter les autistes comme des personnes normales. Déjà, il est dans une école normale, comme avec tous les élèves, les élèves de son âge. Oui. Ouais. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il a un professeur de soutien dans sa classe pour lui dire, pour l'aider à faire ces choses, pour pallier cet handicap, d'accompagnement, pour l'accompagnement. Mais après, tout est normal. On a une vie normalement. Il sait ce qu'il a à faire quand il se lève, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à dire. Et déjà, s'il progresse, il y a des choses où il progresse, ça fait du bien. Mais comme je dis, c'est l'éducation des parents, de la famille, de l'entourage qui est le plus important dans ce trouble du comportement. Alors, vous avez envie de dire aujourd'hui à Achille Webo, à tous ceux qui nous regardent, que des enfants autistes sont des enfants normaux et qu'il ne faut pas en avoir honte. On a ici des situations tragiques dans lesquelles ils sont enfermés dans des chambres, cachés par les familles, certains tués. Parce qu'ils sont des sujets de honte. Ah, non. Ah oui. Là, je suis surpris par votre information. Je sais, il y a une chose, les enfants qui ont ce trouble, ils sont pas malades, ils sont juste différents. Ils sont différents des autres. Ils ont des capacités, d'autres capacités que d'autres n'en ont pas non plus. Donc c'est dommage qu'ils s'arrivent ainsi. En Espagne, oui, il y a 1% des enfants qui sont autistes, c'est tout à fait normal. En Angleterre, ils sont à 1,8% qui sont autistes. Aux États-Unis, comme je vous ai dit, ils sont beaucoup plus à 2,3%. Ce qui fait que c'est normal. C'est normal. C'est comme s'ils étaient un blanc, un roux ou un blanc. C'est des choses qui sont en train de se normaliser là-bas. Et c'est dommage parce que, je pense qu'ici, il faut vraiment les parents, les familles, c'est un phénomène normal. Je disais la dernière fois au Cameroun, on sensibilise, il y a près de 3000 enfants autistes qui naissent par an. Mais ça veut dire qu'il y a 3000 familles qui sont concernées. Ceux qui sont répertoriés comme tels, ceux qui ne sont pas cachés, ceux qui sont pas qui sont déclarés. Oui, évidemment. Donc, ce qui fait qu'il n'y a rien de... Après, par notre culture, il y a des choses qui se font, qui se disent, mais ce n'est pas quelque chose d'en avoir honte. Non, c'est normal, on vit avec. C'est un handicap comme tout le monde, si vous voulez l'appeler ainsi, mais il faut que les familles en prennent conscience. Est-ce que votre notoriété est un atout justement pour la cause autistique? Est-ce que vous utilisez votre image pour pouvoir faire avancer, faire reculer les tabous au moins autour de l'autisme? Bien sûr, je le fais en Turquie dans le cadre où je suis. Dans mon ancienne équipe, par exemple, à Fenerbahçe. Je me souviens,
Ils ont fini par ouvrir des écoles autistes au nom de Fenerbahçe où je vais là très souvent pour le soutien de ces enfants. Et puis beaucoup de conférences aussi en Turquie, en Uruguay aussi. J'en parle, ouais. Je le fais et enchanté de le faire ici aussi au Cameroun parce que je pense que si, après ce que vous m'avez dit, je suis vraiment en choc parce que ils sont pas malades, ils sont juste différents. Ce sont des sorciers, ce sont des enfants maudits, les parents ont dû toucher à des choses compliquées, c'est la conséquence d'un mauvais sort. En fait, on a toutes ces idées reçues-là qui accompagnent c'est dommage. Je les pense enfants atteints d'autisme. Si d'ici, le message peut atteindre ces familles, d'arrêter de mystifier ce qui est autour des autistes. Ils sont juste différents et voilà, il faut, si, au plus, au possible, se documenter, apprendre. Et aujourd'hui, je pense que c'est là où je disais j'ai de la chance, ou aussi notre fils, mon fils il a de la chance. Le cadre dans lequel on vit aussi, ça nous aide à ce que ça se passe beaucoup plus facilement. Mais je pense que c'est possible de vivre avec. C'est pas aller jusqu'à les enfermer. Non, c'est pas des animaux, c'est des personnes comme tout le monde. Ils ont beaucoup d'amour, ils donnent beaucoup aussi. Il faut le savoir. Les enfants ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles. Ils sont hyper sensibles. Et ce qu'ils ont, ils ont une capacité de donner de l'amour, de donner des choses que ni vous ni moi on peut s'imaginer. Je dis parce que j'ai vécu cela et je vis cela au quotidien. Et quand je vais avec eux, quand j'arrive, vous n'avez qu'à voir comment les yeux ça brille, ils ouvrent les bras pour vous recevoir. Parce qu'il y en a que, comme je vous l'ai dit, depuis 2013, on est constamment en communication, en séance de travail. Et donc on est devenu comme une famille. Et vraiment, ils donnent beaucoup d'amour et vous rentrez de là vraiment boosté. Alors, c'est une cause, j'imagine, que les téléspectateurs de CRTV News découvrent en vous, parce que, pour passer à un autre sujet, Achille Webo, vous êtes devenu un peu le symbole, l'égérie de la lutte contre le racisme dans le football. On ne peut pas ne pas parler de Paris, on ne peut pas ne pas parler du scandale qu'a soulevé votre réaction. Vous vous sentez aussi porteur de cette cause-là? Est-ce que le problème est aussi profond, celui du racisme dans les milieux sportifs? Oui, c'est aussi profond. D'ailleurs, avec la FIFA, on est en train de travailler sur un projet, pas sur une campagne, parce que les campagnes, on en a fait beaucoup. Et c'est vraiment sur un projet très grand, très grand projet sur la lutte contre le racisme dans le sport, dans le football et surtout dans l'industrie du football. Dans l'industrie du football, je veux dire, pas que les acteurs ou les arbitres ou que même les caméramans, ça existe et on est en train de faire un travail, on a un projet un très grand projet là-dessus. Quand ça sera à la lumière, vous saurez, c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Dites-nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, dans des matchs de football, comme celui de passer match de Champions League, tout le monde est là, tout le monde est, comme on dit, focus. Focus dessus, oui. Une action normale, juste quelques minutes avant, j'ai un de mes joueurs qui commet une faute. L'arbitre sort déjà un carton jaune. Ben, vous savez, il y a des cartons jaunes comme ça. Vous savez, il a sorti le carton jaune. Oui, c'était un match de Champions League, c'est un match où tout le monde regarde, tout le monde joue. La concentration est plus élevée, il y a cette agressivité. Et nous, c'est pour une première fois qu'on est là, qu'on était là. Donc, ce qui fait que c'est pas. Pour nous, c'est très important, notre image, c'est la Turquie. Vous savez, c'était la Turquie, l'image de la Turquie dans le monde. Parce que, comme tu as dit aussi, avant de revenir sur la question que tu m'as posée, vous avez le président de la République de la Turquie, tout le monde sur le football, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et quand c'est la Turquie, c'est de la passion. Nous, en Turquie, on vit comme le Cameroun, ou bien comme en Amérique du Sud où j'étais auparavant, il y a de la passion. En Uruguay, oui. Ouais. Ce qui fait que sur une action, à la 13e minute, il y a Kipembe qui rentre en arrière sur un de mes joueurs avec Brunson. Et voilà, tout le monde se lève. Et carton. On était, vous savez, avec les mesures de Covid, on doit rester dans les tribunes. Il y a une distance, on doit rester dans les tribunes. Et il n'y a que l'entraîneur principal qui est juste là. Et puis celui qui pour les remplacements qui est sur le banc. Donc, les deux autres, on était dans les tribunes. Avec un kiné et le préparateur physique. Donc, ce qui fait, on était 4. Et puis le 5e était juste en bas.
on se lève tout le monde, on crie, on dit hey, c'est un carton, pourquoi tu as fait? Normal, mais normalement. Et le quatrième arbitre, il se lève, il me pointe du doigt, il dit, on a entendu, il dit négro. Mais moi, à dire vrai, je n'avais pas bien entendu. J'ai continué à réclamer. Je dis, ben, toi qui es à côté, aide, parce qu'il est juge, il peut l'aider à. C'est l'arsène, il dit, aide-le à le faire. Il dit encore négro, c'est le négro dans les tribunes. C'est là où j'ai dit, attends. Et mon premier entraîneur a entendu, pourquoi tu l'appelles négro? Tu sais comment il s'appelle? Parce qu'après, il faut le dire, à l'Elsiche, c'était les mêmes arbitres. Ils ont fait 2 matchs de suite. Déjà des choses que nous, on ne comprenait pas. Oui. Donc ça veut dire qu'on sait qui est qui, on connaît. Donc c'était une action délibérée. Ouais, il sait comment je m'appelle. On se connaît, c'est le monde du football. Donc du coup, voilà, quand j'ai appris le négro, je me suis senti, voilà, à dire vrai, ça n'avait rien à voir avec... C'était spontané. Je lui ai dit, bon voilà, je suis allé réclamer mes droits. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles négro? Et comme je dis tout le temps, je lui ai posé la question jusqu'aujourd'hui, il n'a pas répondu. C'est ce que j'ai dit au juge de la FIFA, de l'UEFA, pardon. Bon voilà. Et tout ce qui est venu après, déjà je remercie, comme je dis toujours, tous les Leonardo, le président du Paris Saint-Germain, qui sont venus sur le vestiaire pour me dire, ouais, voilà, on est désolé pour ce qui se passait, les joueurs aussi. Bon, il y a eu vraiment une solidarité autour. Ben oui, d'ici encore, je leur dis merci. Et puis bon, voilà, c'est ça vraiment qui s'est passé. Parce que le fait de m'appeler Négro, je me suis senti offensé. Parce qu'il pouvait m'appeler de toutes les façons. Le deuxième à gauche, le troisième, ce qui est l'entraîneur adjoint, celui qui est debout, celui qui a la jaquette, celui, je sais pas moi. Oui, il aurait pu trouver un autre moyen de vous désigner. Moi, je ne suis pas qui pour dire Négro en Roumanie, ça ne veut pas dire ça et tout et tout. Moi, je me suis senti offensé. Je suis allé réclamer mes droits comme je l'ai fait. Alors, vous qui avez passé pratiquement 20 ans de votre carrière en Uruguay, vous avez joué à l'étranger, est-ce que vous avez pris conscience que ce problème était aussi profond? On se serait dit qu'après tout le temps passé là-bas, comme professionnel, vous serez un peu, immunisé contre ce genre de choses? Non, j'ai envie de dire, il y a des choses qui ne passent pas. Qui se passent pas. Moi, ça m'est arrivé, déjà en Espagne, ça m'est arrivé très souvent, dans des stades. À un moment, c'était un phénomène de mode. Je disais non, ce n'était pas le cas. Plusieurs fois, on a voulu quitter les stades et nos coéquipiers nous ont dit de rester. Mais aujourd'hui, on grandit, on a des enfants. Quand vous rentrez, les enfants vous demandent, il y a des explications à les donner. Oui. Pourquoi ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Il faut être capable de le faire. Nous sommes aujourd'hui, j'ai de la chance d'être éducateur. Je suis entraîneur. Et voilà, pour chaque chose que je vais faire, chaque chose que je pense que je dois chaque action à poser, je dois l'expliquer à mes joueurs. Donc aujourd'hui, c'est une toute nouvelle responsabilité. C'est une responsabilité. Au-delà de vous-même. Non seulement c'est une responsabilité, mais il faut un pourquoi pour toute chose. Toutes les semaines, tous les jours, j'ai envie de dire, j'ai 34 joueurs devant moi parce qu'on a une petite 34 joueurs. Où je dois leur dire de faire ça. Je sais pas, on a des Américains, des Australiens, donc je pense que il y a des choses qui finalement qui ne passent pas. Il faut vraiment arrêter cela. Alors il n'y a pas eu que les questions de racisme. Là, si on revisite rapidement quelques mots de votre carrière de professionnel, il y a de beaux souvenirs, Achille. Ah oui. J'ai un petit Gabriel qui me disait, waouh, qui me disait l'autre jour, ouais, je ne me plains pas, je pense que j'ai eu de la chance venant d'où je viens, dans notre beau pays, Bafoussam, où j'étais. Déjà, même pas, je n'étais pas vraiment footballeur à 100% parce que j'alternais avec les études. Je ne pense pas que ma carrière soit mauvaise. Encore, je veux dire, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est que j'ai toujours voulu transmettre, c'est être l'exemple. Être l'exemple au sein de ma famille, auprès de mes amis, dans le sport et tout, et partout où je suis passé. Et je pense que grâce à ce que j'ai fait, il y en a beaucoup aujourd'hui, même que ce soit en Espagne, en Amérique du Sud ou en Turquie, des clubs ou bien même dans des championnats qui disent on veut des joueurs. Ma fierté, c'est quand on dit on veut des joueurs comme Webo au comportement de Webo.
c'est ça qui est ma fierté. La qualité sur le stade, c'est une chose, mais après, ouais, aujourd'hui, je suis à la deuxième partie de ma carrière. Je suis entraîneur. Quand on associe votre comportement avec ce que vous avez fait sur le terrain, c'est ça qui est aujourd'hui ma fierté. Aujourd'hui, en Uruguay, quand je suis rentré, il faut le dire, j'ai quitté l'Uruguay en 2002. Je me rappelais, 18 ans après, je suis revenu dans la même équipe. 18 saisons pardon, après, je suis revenu, ça veut dire beaucoup dire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont restées, pas que du football, des choses positives. Et comme ils m'ont adopté comme leur fils là-bas, j'ai dit c'est une chance. Pas seulement par mes résultats sur le terrain, aussi, c'est là où je tire encore l'attention sur les jeunes footballeurs, leur comportement, leur éducation, leur formation, parce que c'est très très important. Il y a beaucoup de talents qui sont passés à côté de leur carrière. Il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus talentueux que moi. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur. Je n'étais même pas non loin de là. Mais vous étiez redoutable du pied droit, il faut quand même le dire. Et peut-être encore même plus du coup de tête, si vous voulez. Elle a dit coup de tête. Ouais, donc je veux dire, les éducateurs, il faut vraiment accentuer là-dessus parce que c'est très important pour le futur, surtout pour le football africain et pour le football mondial en général. Alors, vous m'aviez confié, Achille, en préparant cette émission, que vous avez joué dans les plus grands stades du monde entier, Bernabéu, partout. Mais vous n'avez jamais ressenti ce que la cuvette de Fandena à l'Omnisport vous a apporté. Racontez encore cette histoire. Ouais, je te disais tantôt, ouais. J'ai eu la chance de jouer à Maracana, à Saint-Étienne, au Bernabéu, oui, comme on appelle en Angleterre. Oui. Partout. Mais Fandena, c'est spécial. Fandena, c'est spécial parce que déjà, on est Camerounais. Et dès très jeune, la Coupe du Monde 90, qui est un peu le catalyseur de tous les jeunes footballeurs, des jeunes en Italie. Ouais, en Italie, qui était un peu notre source d'inspiration. On vibrait déjà avec cela. Au stade Giuseppe Meazza qui était plein de... Déjà, je peux me te rappeler, ici à Yaoundé, contre le Zimbabwe, des bus Gobelins. Oui. Ouais, donc, il y a beaucoup de choses qui y a autour de Fandena. C'est vraiment mythique. Ce qui fait que... Toutefois, quand je rentrais là-bas, les matchs du Cameroun à l'extérieur, ouais, ça se gérait, oui. Tu joues sur le Cameroun, il y a la passion, tout ce qu'on ça ressent. Mais Fandena, il fallait vraiment mesurer la température. Déjà l'échauffement, déjà sur la route pour aller sur le stade. Et même déjà la semaine d'avant-match, les entraînements, l'ambiance. Cette passion que le public... Ouais, c'est ça qui... Ça nous manquait. Je disais même, quand on disait, ouais, en Europe, un match de Champions League ou un match pour gagner un championnat, j'ai eu la chance de jouer dans des clubs qui jouent les premiers rôles. On disait, ouais, tu ne sens pas la pression. Je dis, pression. C'est que vous ne connaissez pas Fandena. Pression, c'est que quand vous faites un match nul, vous sortez du stade en taxi, pendant le bus. Ça, c'était Fandena. Mais aussi, c'était un public très chaleureux. Vous savez, mon dernier match ici contre la Tunisie pour le match pour la qualification pour la Coupe du Monde du Brésil. Je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu dans le football. Voir ce public, ces gens... Vous portez ça à la victoire. Ouais. Non, déjà avant le match, Webo chanter, m'appeler, de venir saluer. Et puis voilà, le destin a voulu qu'à la 4e minute, 5e minute, je marque et puis que le Cameroun nous mène 1-0. Je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai dans ma carrière. Déjà, j'ai la photo chez moi. Je dis à ma femme une fois, tu fais tout, mais celle-là, tu la gardes. Ouais. Alors, pourquoi vous cachez de ce public, Achille Webo? Il vous aime, ce public camerounais, mais vous êtes tellement discret. Non, là, je ne suis pas discret, là. Regardez ma chemise. Une très belle chemise, mais vous êtes discret quand même. Vous ne parlez pas beaucoup. On a une chance inouïe, c'est pour ça qu'on vous a en exclusivité sur le plateau de CRTV News. Vous ne parlez pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, je peux dire c'est un peu le point noir, même pas noir, le point, je veux dire, gris de ma carrière, surtout ici au Cameroun, parce que j'ai pas assez communiqué ici au Cameroun, mais j'ai envie de dire en Espagne ou en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou même en Turquie, ils ne diront pas la même chose. J'ai pas beaucoup communiqué ici peut-être, mais d'ici, voilà. J'avais ma manière aussi d'être. Ici, vous savez, quand je venais, c'était vraiment très très court, ça allait très très vite. Je ne restais pas très souvent et j'étais pas de
quand j'avais du temps. Donc, ce qui fait que c'est peut-être un peu le point où j'aurais dû un peu sanctuer. Mais... On va se rattraper. En tout cas, avec cette interview exclusive, on va un peu se rattraper. Alors, vous disiez, vous faisiez des tours à Bafoussam. Vous êtes né là-bas il y a 39 ans. Mais vous êtes une icône nationale en Turquie. Vous êtes célébré en Amérique du Sud, notamment en Uruguay. Que restait-il du Cameroun en vous, Achille Webo? L'humilité. L'humilité. Bafoussam, vous savez comment on est, de par notre culture, de par notre façon d'être. L'humilité. Savoir aussi que, bon, là j'ai appris de ça de ma maman et de mes parents, que, ouais, il faut travailler. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Et travailler, c'est pas travailler. C'est vraiment la passion, mettre de la passion. Ouais, elle me disait toujours très souvent, si tu veux, va le chercher. Si tu le veux, va le chercher. Quand je dis chercher, c'est un peu de tout. Donc je pense que c'est l'humilité et la passion. C'est ça qui m'a... C'est ça aussi déjà. C'était deux de mes encres dans ma carrière. Les valeurs qui vous ont les valeurs vraiment accompagné. Qui m'ont accompagné toute ma carrière. Et quand vous voyez le verre rouge jaune flotter, où que vous soyez dans le monde, dites-nous, racontez-nous l'émotion. C'est mon pays, c'est notre pays. Peut-être je suis parti à 18 ans. Ça fait la moitié de ma vie, je l'ai passé ici. Je suis né ici. Je suis toujours... le Cameroun, c'est le Cameroun. Partout où je vais, vous savez. Et l'équipe nationale du Cameroun, c'est autre chose. J'ai une anecdote très grave. J'étais à New York une fois. Et je me dis, ouais, c'est la ville voilà, où tout le monde passe, personne connaît. On est incognito. Incognito. Je sors, j'arrive juste à Times Square, je prenais le bus pour aller, je sais pas, le bateau, le ferry pour aller à la Liberté. Juste en bas, l'autre. Je vois, ils disent non. J'entends derrière moi, non, c'est pas lui. Non, c'est pas vrai. Et le monsieur, il fait ça, il sort le maillot, le vert rouge jaune, numéro 9, comme d'habitude. Je dis, oh, je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit, comme tout Camerounais, grand frère, attends. Prends place, attends. Le bien, je suis resté, je m'entends, j'étais avec la famille. Est-ce que, Evelyne, je te dis, en moins d'une heure de temps, en moins de, même pas d'une heure, 15 minutes, ils étaient près de 20. Wow. Je suis parti, je suis revenu, il y avait tout un mouvement avec des drapeaux. On a fait le tour, on est revenu, il y avait tout un mouvement avec des drapeaux. Ils m'ont invité, je suis allé les voir, je suis allé parler, on a parlé. Et vraiment, c'est très émouvant. Bon, j'ai dit les États-Unis parce que oui, bon, mais c'est un peu loin d'ici, oui, c'est un peu loin. C'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est pas où, ouais, là-bas, parfois, il faut mettre la casquette, mais là-bas, c'était vraiment émouvant. Et je dis encore, où que je sois, c'est toujours une fierté parce que le Cameroun, c'est peut-être un tout petit pays, mais vraiment on a fait des choses très importantes dans le monde de par le sport. Et j'espère qu'avec ça aussi, que nos dirigeants qui continuent à soutenir le sport parce que c'est vraiment notre grande carte de visite, la belle carte de visite, l'une des plus belles cartes de visite que nous avons au niveau international. En tout cas, merci beaucoup. Achille, peut-être avant de conclure, et là je parle un peu pour mon fils et pour tous ceux qui sont comme lui, qui rêvent de football, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce que c'est un rêve accessible? Est-ce qu'ils doivent tout lâcher pour ce football? Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil à ces poussins qui rêvent? C'est assez vaste le domaine. Aujourd'hui, comme éducateur, je dis c'est assez vaste parce que vous savez, aujourd'hui, le football, c'est une chose, mais les études, c'est encore très important. Parce que même pour comprendre le football d'aujourd'hui, le football professionnel, le football qui arrive, vous savez, dans les 4 prochaines années, en 2024, avec le statut de la FIFA, il va y avoir beaucoup de choses et ce sera plutôt la partie physique, ça a évolué. Aujourd'hui, vous avez des athlètes. C'est la partie mentale qui va commencer là maintenant. Donc ça veut dire, et pour comprendre cette deuxième partie, la partie importante qui va évoluer les 10 prochaines années dans le programme de la FIFA, c'est ça. Ce sera l'éducation, l'anticipation, l'intelligence. Donc c'est pour dire l'éducation, c'est très important. Il faut s'accentuer là-dessus, comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ça c'est ce qui est le futur. Donc ce qui dit,
Oui, le football, mais l'éducation aussi, les études. Aller avec, c'est possible, c'est possible. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de facilité, c'est possible. Et je pense, et j'ai pris que, ouais, qu'il a de la chance, aussi, de fortes chances pour bien. Et s'il est professionnel, pourquoi pas, on aura aussi, on peut le dire, comme tout bon Camerounais. Merci infiniment, Achille. On a passé un excellent moment ensemble, un peu à bâton rompu, hein, pour montrer un peu l'autre côté de vous-même, montrer qui vous êtes réellement derrière cette belle carrière comme international, comme lion indomptable, aujourd'hui comme entraîneur, mais on a découvert le père de famille attentionné, l'homme porté par des causes. Merci d'avoir pris ce moment avec nous sur la CRTV. Non, merci à toi de me donner cette opportunité aussi de passer ce message, des petits messages qu'on a passés de par ce programme pour les parents, pour les enfants, pour le sport et aussi si nos dirigeants peuvent s'en servir et s'appuyer sur uns de ces messages, ça nous fera du bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je suis venu, je suis au Cameroun, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a du potentiel et j'espère que le Cameroun ira toujours vers l'avant. En tout cas, on vous souhaite un bon séjour au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes allé à Bafoussam déjà. Pas encore. Pas encore. Ils vous attendent certainement. Bon séjour chez nous au Cameroun et plein succès en Turquie dans votre club. Merci, merci à vous. C'était en exclusivité avec Achille Webo sur CRTV News. Bien, merci aux équipes techniques, merci à Achille, merci à tous ceux qui ont permis que cet entretien ait lieu. L'info se poursuit.